Salut la Bulls Nation, vidéo célébration aujourd'hui puisque ça y est, pour la première fois en 2025, les Bulls ne sont plus dixièmes de la conférence Est. Mmh, mmh. 76 jours ça a pris, mais on est enfin monté d'un cran, on n'est plus dixième, on est neuvième de la conférence Est. Jerry Reinsdorf s'est allumé un cigare comme ça parce qu'il s'est dit maintenant à la neuvième place, ça veut dire qu'on joue à domicile pour un match de play-in, plus de tickets, plus de sous-sous. Tout va bien, le plan se déroule sans accroc. Là, il est peinard. Il est peinard. C'est la fête à Chicago. Ça, plus la Saint-Patrick, là, les mecs étaient tous défoncés comme pas possible. Enfin bref. Euh, donc voilà, on a gagné à Utah en début de semaine. Défaite de Miami dans le même temps. Et du coup, même bilan. Et on est devant avec le tiebreaker. Donc du coup, neuvième place désormais. Mine de rien, donc c'est quand même un road trip à l'ouest qui avait débuté par une défaite à Houston. Bon, défaite logique parce que Houston de base est une bien bien meilleure équipe. C'était peut-être ouais, une des équipes les plus compliquées de ce road trip sur le papier, parce que bon, on a quand même encore les Lakers et les Nuggets qui arrivent hein, dans les prochains jours, mais on sait que voilà, déjà ces dernières années, Houston c'était une équipe qui nous a donné beaucoup de fil à retordre avec ses intérieurs jeunes qui nous bousculaient avec leur taille, etc. Et c'est un match à Houston, donc c'était, je sais plus, samedi dernier, je crois. Ouais, samedi soir, la semaine dernière, euh, où on a tenté des trucs un petit peu différents par rapport à d'habitude en termes de rotation et en termes de line-up, surtout pour essayer justement de, de, de- de contrer, de freiner cette supériorité physique et en termes de taille de la part des Rockets. Parce que pour la première fois de la saison, on a vu des associations entre Collins et Smith, qui étaient associés ensemble à la fin du premier quart-temps, plus Patrick Williams. Donc tu avais quand même trois joueurs d'assez bonne taille pour essayer de contrer ce qui se passait du côté des Rockets. Plus tard dans le match, on a vu Vucevic avec Collins aussi. Donc voilà, on a testé différents line-up de grande taille pour essayer de contrer Steven Adams, Şengün qui est monté en puissance au fil du match, et Green aussi qui a été, lui par contre, il a été intenable. Il nous a cassé les couilles toute la soirée. Mais voilà, c'est des line-up qui ont été mis en place, qui ont eu un certain impact, notamment sur le plan défensif, j'ai trouvé, avec quand même de meilleurs contests près du cercle, une bonne activité au rebond. Jalen Smith, il a pris 6 rebonds en pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, il a quand même, il s'est quand même montré. Offensivement, ça a mis un peu plus de temps à se mettre en place. On a eu pas mal de, de briques à droite à gauche, et c'est pas forcément nos intérieurs qui ont le plus brillé en termes d'impact offensif, même si Jalen Smith, après avoir balancé des briques à 3 points dans tous les sens, a un peu plus attaqué le cercle, et là il a été un peu meilleur. Vucevic, oui, lui par contre, pour le coup, c'est l'inverse, il a eu une bonne adresse extérieure près du cercle, il a eu plus de difficultés, mais dans l'ensemble, pas juste ses intérieurs, les Bulls ont quand même trouvé des solutions en attaquant beaucoup, beaucoup le cercle. Euh, et là, il n'y a pas eu meilleur que Kobe White. Kobe White, il a été encore une fois excellent sur ce match-là, avec des drives en pagaille, avec son premier pas rapide qui permet voilà, de vite, vite filer au cercle, et puis son bagage technique aussi avec son handle qui est extrêmement affûté en ce moment, et il s'en sert de plus en plus voilà, avec ses feintes, avec ses dribbles pour voilà, mettre ses adversaires dans le vent et s'ouvrir le chemin du cercle, aller jusqu'au panier, finir souvent main gauche en plus, donc voilà, il est capable de finir des deux mains jusqu'au cercle, encaisser le contact, provoquer des lancers francs sur ce match-là. Il fait 8 sur 8 au lancer franc, Kobe White, et euh, c'est la moitié des lancers des Bulls en fait qui n'ont tenté que 16 lancers francs sur ce match-là. Mais Kobe White, lui, a donc fait 8 sur 8, et il a été un élément très très important pour alimenter le scoring et garder les Bulls au contact tout au long du match. Mais justement, c'est les lancers francs qui vont être un des principaux éléments qui vont faire la diff côté Houston, parce que pour les Rockets, ils ont tenté 26 lancers francs dans ce match-là, dont 22 en deuxième mi-temps. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup plus de l'accent mis pour attaquer le cercle, provoquer ses lancers et aller les chercher, même s'ils ont pas mal loupé aussi. Şengün en a loupé quelques-uns, notamment. Mais voilà, on a vu beaucoup, beaucoup de coups de sifflet, parfois un petit peu rapide, pas forcément évident. Tu vois, les arbitres étaient genre, bon, ok, on va vous donner celui-là, mais enfin, toujours est-il que, voilà,
sur l'ensemble du match, les Rockets ont été bien énergiques en termes d'attaque du cercle, et même si parfois certains calls étaient un peu étranges, sur l'ensemble du match, bon voilà, ils ont été plus énergiques et, et voilà, ils sont allés provoquer ces fautes-là. Ils nous ont pas mal emmerdés dans leurs attaques du cercle. Şengün est monté en puissance au fil du match. On l'a pas trop vu en première mi-temps. Et derrière, il a fait parler son bagage technique. Il nous a mis des gros shoots sur la tronche. Jalen Green, bon bah lui, il nous a défoncé tout le long. Hein. Ça a pas, voilà, il n'y a pas eu une période où on s'est dit, tiens, on arrive à le calmer un petit peu. Non, lui, tout le match, hein, il a fini à 28 points. Enfin, gros pourcentage. Il a mis des shoots. Parfois, on l'a bien contesté, mais enfin, parfois, il a aussi été capable de bien s'ouvrir le chemin du cercle et mettre des paniers faciles parce qu'on n'arrivait pas à suivre. Donc, et pourtant, c'est un match où on a eu des occasions jusqu'à la toute fin du match. On était dedans. Euh, je crois que c'est à l'entame de la dernière minute ou à genre une 30 de la fin où justement Green attaque le cercle. Patrick Williams lui pose une bâche. Il y a une transition où Vucevic met un panier à 3 points et on est à 2 points de retard seulement à ce moment-là. Et sur la possession d'après pour Houston, Patrick Williams est à 2 doigts vraiment d'intercepter une passe. Derrière, Houston s'en sort avec un rebond offensif et Green qui marque encore. Ils prennent 4 points d'avance et après, bon, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu Kobe White qui loupe un shoot sous le cercle, un petit peu en déséquilibre, bien gêné par la défense. Et puis derrière, Houston va finir sur lancer franc et il s'impose 117-114. Mais on a été dedans quasiment tout le long. Alors après, Houston s'impose logiquement, ils sont meilleurs que nous, c'est normal. Ils nous avaient pulvérisé au match à Chicago en novembre, 143-107 à l'époque. Donc on s'était fait mais absolument allumé dans tous les sens. Là, on a quand même offert une bien meilleure résistance. Et voilà, les line-up avec les intérieurs ont permis de faire. Enfin, ont aidé à faire en sorte qu'on ne se fasse pas non plus totalement dominer. Et donc, c'était une expérience assez intéressante. Et face à ce genre d'équipe, ou comme Orlando ou comme Milwaukee, où il y a des intérieurs de grande taille, bon, on sait que nous, on a un déficit au niveau de la taille, ça permet un petit peu d'équilibrer les choses, entre guillemets, et d'apporter des solutions différentes. Donc c'était quelque chose qui était intéressant à observer, mais on sait que c'est pas quelque chose qu'on va voir régulièrement, quoi. Et on a eu la confirmation 2 jours plus tard face au Jazz que ça allait pas se reproduire à chaque fois, quoi. Mais ce qui était intéressant aussi dans ce match à Houston, c'est l'apport des jeunes. Phillips qui était de retour dans son Texas natal et comme d'hab a signé de belles séquences défensives, des luttes énergiques au rebond. On a vu un excellent Dalen Terry, notamment avec son apport à 3 points parce qu'il a claqué un improbable 3 sur 3 à 3 points. Et quand tu vois sa gestuelle de shoot, son équilibre, sa mécanique, tu te dis mais non. Et en fait, bon bah voilà, il a mis 3 sur 3 sur ce match-là. Mais il a aussi été très bon en termes de distribution. On a vu des très bonnes passes, que ce soit sur transition, que ce soit sur jeu placé. Des mecs qui faisaient des cuts, des appels loin du ballon. Il arrivait à trouver des bonnes passes. Donc, et puis voilà, même défensivement, il a eu un impact positif aussi. Donc c'est bien de voir les jeunes montrer de bonnes choses comme ça au fil des matchs. Phillips, ça fait un petit moment maintenant qu'il a des minutes assez régulières et un rôle où il arrive à vraiment comprendre ce qu'il doit faire. Terry, c'est un petit peu plus laborieux ces derniers temps, mais là sur ce match-là, il a eu des minutes. C'était un des premiers à rentrer sur le parquet. Et, euh, et voilà, il a fait des bonnes choses. Donc il faut qu'il poursuive dans cette lignée et ce sera tout bénéf pour lui quoi, et pour les Bulls, quoi. Après, Matas, on l'a surtout vu en début de match où il a mis 2 paniers à 3 points rapidement. Et après, ça a été un peu plus laborieux. Il a assez vite disparu dans ce match-là. Pas beaucoup d'impact en attaque. Pas beaucoup d'impact défensivement non plus. Lui, pour le coup, en termes d'impact physique face aux grands intérieurs des Rockets, il a un peu pêché. Il n'a pas forcément fait un mauvais match, mais il n'a pas particulièrement brillé non plus, quoi. Il n'est pas sorti du lot. Il était bien meilleur face au Jazz 2 jours plus tard, mais on va y revenir. Et justement, la transition est toute faite pour parler de ce match face à Utah, où par contre, le Jazz, eux, ils s'en foutent totalement. Eux, c'était clair dès le début. De toute façon, ça fait un moment qu'on le voit. Ils ont été rappelés à l'ordre par Adam Silver et la NBA parce qu'ils reposaient un peu trop souvent Mark Cannon. Donc maintenant, du coup, ils jouent 2 quarts-temps et demi. Et puis après, bon, merci, tu retournes sur le banc et on ne te voit plus jusqu'à la fin. Ils ont fait la même chose avec Kessler qui a joué. Il restait encore 9 minutes dans le troisième quart-temps d'un match assez serré. Et puis ils ont dit, bon, bah, on va le sortir parce que bon, voilà. Clairement, les mecs, ils s'en foutent complètement. Ils ont le pire bilan de la ligue. Ils attendent qu'une chose maintenant, c'est la saison que la saison prenne fin, qu'ils aillent tous en vacances, la loterie, et puis derrière, voilà. Là,
jusqu'à la mi-avril, les mecs, ils sont les mains dans les poches et c'est marre, quoi. Du coup, on est allé gagner ce match-là à Utah relativement tranquillement, je sais pas trop, parce que, enfin, en tout cas, ça aurait pu être beaucoup plus tranquille que ça, quoi, si on avait décidé de défendre un petit peu, ce qu'on n'a pas vraiment fait de manière très prononcée, ni de manière très régulière dans ce match-là. Peut-être qu'un petit peu comme si on s'était dit, bon, ça va, c'est le Jazz en face, ils s'en foutent, donc on va y aller tranquille, et puis, bah voilà, on est tombé dans le piège comme ça. Enfin, on aurait pu tomber dans ce piège-là et perdre ce match, ça aurait pu être bien pire. Mais clairement, on aurait pu gagner de manière beaucoup plus facile et sans se prendre la tête si on avait fait les efforts nécessaires tout au long du match. Mais ça n'a pas particulièrement été le cas. Il a fallu attendre les 5-6 dernières minutes pour vraiment assurer le truc. Parce que je crois qu'à 6 minutes de la fin, il n'y a que 6 points d'écart. Et après, bon, il y a eu quelques... Là, vraiment, dans le clutch, on a dit, bon, allez, cette fois-ci, on va quand même assurer la victoire parce que mine de rien, ça ferait quand même tâche de perdre contre le Jazz. Mais il y a eu des séquences dans ce match-là, notamment le deuxième quart-temps, où c'était une catastrophe absolue. Des deux côtés, mais on n'a pas joué de manière assez sérieuse pour dire voilà, on a pris l'emprise sur ce match-là, on a pris le contrôle et maintenant on gère, quoi. Donc, c'est- on s'est pas fait peur sur la fin parce que Utah n'a pas vraiment essayé de gagner ce match-là, mais enfin, on aurait pu nous aussi mettre nos gars au repos dans le quatrième quart-temps si dans les trois premiers on avait fait le taf correctement, quoi. Donc voilà, on le gagne, mais enfin ça aurait pu être quand même plus pratique. Mais voilà, on l'a gagné, donc le taf a été fait, on va dire. Il y a eu quand même quelques prestations intéressantes, et donc on va revenir sur Matas Bouzelis maintenant, qui a été bien meilleur sur ce match-là offensivement. Pas tout au début, parce que d'abord ça a commencé par quelques briques à 3 points sur des shoots totalement ouverts, hein. Les intérieurs adverses, ils en avaient rien à foutre de venir faire des contests, de venir faire des close-out, donc on a eu plein de shoots ouverts. Pas beaucoup d'adresses au départ, que ce soit Matas, que ce soit Vucevic, et les intérieurs aussi, on va en parler après. Mais voilà, Matas, il a commencé par deux trois briques à 3 points, et ensuite, en fait, je pense que ce qu'il a réveillé, ce qu'il a vraiment remis dans le match, ce qui a cliqué, c'est qu'il a tapé une énorme claquette dunk vers la fin du premier quart-temps. Je crois que c'est Kobe White qui shoot un nouveau 3 points ouvert et qui le loupe. Et Matas arrive et bram, il te le rabat avec une grosse violence. Et derrière, je sais pas, ça a tilté un truc. Et derrière, voilà, il a beaucoup plus attaqué le cercle. Il y a eu quelques drives, etc. On l'a vu faire quelques bons moves. Et défensivement, il était plus impliqué aussi. Donc c'était un de ses meilleurs matchs des 2 dernières semaines, on va dire. Pas que ses matchs étaient pourris, mais ils étaient pas franchement ouf non plus. Et là, ce match-là était quand même bien meilleur. Il termine avec 17 points, 9 rebonds, et une prestation globale plus complète, on va dire, par rapport à ce qu'on a vu sur les 3 4 5 derniers matchs où parfois c'était un petit peu laborieux, quoi. C'était pas, voilà, c'était donc parfois on le voyait, il faisait des trucs sympas, et puis d'autres fois, bon, il disparition complète, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment le fameux rookie wall, mais en tout cas, là sur ce match-là, j'ai l'impression que ce match d'Utah lui a permis, à confirmer sur les prochains matchs, mais de se relancer un petit peu, de se remettre en selle et de dire bon voilà, là les deux trois derniers matchs n'étaient pas top, mais voilà, quand il y a l'occasion en face d'aller chercher autant de points dans la raquette, faut pas hésiter, quoi. Parce que bon, Utah, waouh, c'est catastrophique. Défensivement, c'est une horreur. Offensivement, c'est une cata. Ils ont shooté à 40%, 21% à 3 points. Waouh. À part Markkanen dans le premier quart-temps, le reste, non, c'est ridicule cette équipe, c'est ridicule. Et puis ils essayent même pas, donc du coup voilà, quoi. Donc on a parlé de Matas. Le secteur intérieur, du coup, alors comme on l'a dit, avoir des associations avec Collins et Smith ou avec Vucevic et Collins, etc. Face à Houston, en termes de match-up, ça se comprend. Face à Utah, ça a été pas du tout mis en place et Jalen Smith n'a pas joué du tout. Il y avait, les quelques matchs avant, il n'avait pas joué. Contre Houston, il est revenu voilà, par rapport au match-up. Et là, il a pas joué contre Utah. Pourtant, je pense qu'il aurait quand même pu avoir des minutes quand tu vois les productions des autres intérieurs. Parce que quand tu vois Vucevic finir à 3 sur 15 au shoot, quand tu vois Collins finir à 0 points et 0 sur 6 au shoot, quand tu vois même Patrick Williams faire 2 sur 10, Phillips, Smith, il peut pas faire pire, hein. Donc, donne-lui, je sais pas, fais-le jouer un petit peu, quoi. Parce que, waouh, le secteur intérieur, ça a été une catastrophe. Catastrophe absolue en termes d'adresse, quoi. Donc, on a dit,
3 sur 15, 0 sur 6, 2 sur 10, ça fait 5 sur 31. Ouais, 5 sur 31 pour 3 joueurs intérieurs. Waouh, waouh, bro. Eh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Waouh, c'est vilain quand même. Mais bon, bref, voilà. Un jour sans peut-être. Mais enfin, face à un manque de défense pareil en face, il a peut-être quand même l'occasion d'être un peu plus adroit que ça. Je crois que Vucevic, il a commencé par 0 sur 9 au shoot. Il a mis son premier panier, au milieu du troisième quart-temps. Enfin bref, une catastrophe. Patrick Williams, airball à 3 points, airball à 2 mètres du cercle, brique à 3 points, rebond offensif, il lui redonne la balle, shoot du même endroit, brique pareil. Enfin bref, catastrophe. Catastrophe Patrick Williams. Alors qu'il était meilleur sur le match face à Houston par exemple. Tu vois, il a été quand même beaucoup plus impactant sur celui-ci. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça que voilà, on s'est retrouvé dans un match aussi serré, parce qu'on a aussi voilà, loupé énormément d'occasions de creuser l'écart et de plier ce match bien avant. Mais bon, bref. Dans les joueurs qui ont quand même performé, parce que là on a parlé de ceux qui ont quand même un peu chié dans la colle, à part Matas, hein, Trey Jones, quel joueur. Je crois qu'on va le dire à chaque vidéo jusqu'à la fin de saison, hein, jusqu'à ce qu'on l'ait plus, parce qu'il va être libre cet été. Mais Trey Jones, mais quel joueur, mais quel joueur. Premier double-double de la saison, 18 points, 12 passes décisives avec 4 rebonds, 3 interceptions, des hustle plays dans tous les sens, des plays importants à la fin, justement quand Utah revient à 6 points. Derrière lui, il enchaîne les bons plays pour les remettre un petit peu dans le rétro et assurer la victoire à la fin. Et il continue à chaque match de montrer bah, voilà, tout ce qu'il est capable de faire. Et cet été, il va aller chercher son contrat chez un contender et un contrat bien intéressant quand même. J'aimerais bien qu'on le garde, j'ai peu d'espoir que ça arrive, donc profitons pendant qu'il est là, parce que son intelligence de jeu, ses interventions défensives, ses hustle play, tout ça, c'est tous les trucs qui permettent aux Bulls d'être dans une bonne dynamique. Franchement, si on a gagné 5 de nos 6 derniers matchs, c'est en grande partie grâce à Trey Jones, donc voilà. Dans les fins de match serrés, voilà, il fait toujours les actions clutch, que ce soit offensivement ou défensivement, donc clairement, il a un grand rôle dans le fait que ben, on soit désormais 9e de la conférence Est. Et un autre qui a un rôle extrêmement important à ce niveau-là, évidemment, il faut parler de ça, c'est Kobe White, qui continue déjà sa série de matchs à plus de 20 points consécutifs. Il en est à 9 désormais. Et puis surtout, il a été désigné avant le match à Utah joueur de la semaine de la conférence Est. Euh, moi, quand j'écris chaque lundi l'article où je parle de chaque joueur, leurs stats, etc., quand j'ai copié les stats de Kobe White, je me suis dit, il y a peut-être un dossier, il y a peut-être un truc pour être au moins considéré dans les votes pour être joueur de la semaine. Je pensais pas qu'il l'aurait, honnêtement. Je me suis dit, moi j'ai pas regardé les stats des autres joueurs, genre, je sais pas, des Donovan Mitchell, des Jason Tatum, etc. Mais je me suis dit, je sais pas s'il va l'avoir, mais il devrait au moins être considéré. Et donc quand ça a été annoncé officiellement, j'étais quand même bien content parce que franchement, c'est mérité. Ça vient récompenser cette excellente période qu'il a depuis la coupure All-Star où il enchaîne vraiment, mais de ouf. On en parle pareil, un peu comme Trey Jones, on en parle quasiment à chaque vidéo là depuis un petit moment. Mais voilà, son leadership s'affirme de plus en plus. Il y a même voilà, des joueurs en interview de plus en plus. Trey Jones notamment qui dit voilà, nous, toute l'équipe, on lui dit de shooter plus, de prendre, voilà, d'être le patron, et c'est exactement ce qu'il fait. Donc il a une confiance au max, Kobe White. Il enchaîne les super prestations, on enchaîne les victoires, donc c'est vraiment tout bénef. Là, sur la semaine où il a été élu joueur de la semaine, en 3 matchs, il a tourné à 27,7 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 2 victoires, une défaite. Donc une grosse semaine de sa part et un titre de joueur de la semaine qui est mérité pour lui au final. Et c'est le premier depuis DeRozan, quasiment un an jour pour jour, parce qu'il l'avait eu le 11 mars l'an dernier. Et Kobe donc l'a eu là lundi, donc c'était on était le combien lundi? Le 17. Donc ouais, quasiment un an jour pour jour depuis le dernier Bulls qui a gagné un titre de joueur de la semaine. Donc c'est un beau petit clin d'œil aussi. Et voilà, Kobe White le mérite parce qu'il a fait pas juste une semaine, mais 3 4 grosses semaines maintenant où il est vraiment en très très grande forme. Et donc voilà, on est vraiment sur le même Kobe White que l'an dernier, donc ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, avec la confiance qu'il a, et de continuer de cartonner toutes les défenses, quoi. Donc c'est hyper plaisant, et ça nous permet donc d'enchaîner les succès, comme je disais, et donc on est désormais, comme on le dit depuis le début de la vidéo, à la 9e place de la conférence Est,
parce qu'en gagnant Utah et avec Miami qui a perdu dans le même temps, ils sont sur 8 défaites consécutives d'ailleurs, et on a le tiebreaker, on a le même bilan, 29 victoires, 39 défaites. Donc maintenant voilà, on va essayer de grimper, parce que on était quand même à la 10e place depuis le 1er janvier 2025, 76 jours consécutifs à la 10e place. Maintenant, l'idée, avec les 14 matchs qui nous restent, c'est d'essayer de grimper le plus possible. Parce que de toute façon, la draft, c'est mort. On a, à aucun moment de la saison, on a essayé de tanker du tout. C'était absolument pas le plan de l'équipe. Et maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Il y a trop d'écart avec les autres équipes de la conférence Est derrière nous. Brooklyn, Toronto, tout ça, c'est trop loin derrière. Philadelphie, c'est mort, ça tank aussi. Ils vont pas nous dépasser. On va pas perdre assez de matchs pour que ces équipes-là nous rattrapent. On va être dans le play-in quoi qu'il arrive. Que ce soit la 10e, la 9e, peut-être la 8e place, on sait jamais. Parce qu'Orlando, ils ont 3 victoires et demie d'avance. Ils ont un calendrier. Là, les matchs de ce soir en plus, on va y revenir. Mais voilà. Donc, on va être dans le play-in quoi qu'il arrive. On va être au play-in. Voilà. Donc, autant le jouer à fond. Autant essayer voilà, de gagner un premier match, peut-être de se qualifier en play-off. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, on va y être dans ce play-in. Donc autant le jouer à fond. Là, ça sert plus à rien de tanker. À 14 matchs de la fin, c'est beaucoup trop tard. On aurait dû faire ça dès le mois d'octobre. Ça n'a jamais été le plan de la franchise. Ils ont récupéré leur pic dans le trade de Zach LaVine, pas pour essayer de le maximiser en faisant un pic 7, 8, 6, va savoir, mais juste pour dire, voilà, maintenant on peut essayer d'aller en play-in, on peut faire la meilleure saison possible et on aura un pic quoi qu'il arrive en fin de saison. On n'a plus besoin de finir dans les 6 pires bilans, dans les 10 pires bilans, etc. Voilà. De toute façon, on sait que cette franchise ne fait rien pour préparer l'avenir, de toute façon. Donc il n'y a pas besoin de chercher à voir long terme avec cette franchise. Eux n'essayent pas de le faire. Donc pourquoi nous, on s'emmerderait à le faire? Le court terme, voilà. Donc il reste 14 matchs de saison régulière. On sait qu'on va être dans le play-in. Il faut le jouer. Il faut le jouer, il faut y être à fond. Donc maintenant, on va essayer voilà, pousser pour gagner quelques matchs, se classer de la meilleure manière possible pour débuter le play-in dans les meilleures conditions. Si tu es dans le 7-8, t'as qu'un match à gagner pour aller en play-off. Essayons d'être 8e. Essayons d'être 8e. Surtout si c'est Atlanta qui finit 7e. Atlanta, à chaque fois, on les défonce. C'est un match-up qui nous réussit hyper bien. Allons-y. Allons-y, quoi. Donc, comme je disais, Miami est sur 8 défaites consécutives. Ce soir, ils reçoivent les Pistons. Pas simple pour eux. Orlando, ils ont 3 victoires et demie d'avance. Ils jouent contre Houston ce soir, donc pas simple pour eux. Et nous, ce soir, on est à Phoenix pour débuter un back-to-back à l'extérieur, parce qu'on continue notre road trip de 6 matchs. On a déjà fait donc 2 matchs avec Houston et Utah. Ce soir, c'est à Phoenix. Demain, on est à Sacramento. Donc, back-to-back, 2 fois des matchs à 3h du matin. 2 fois en live tweet sur Twitter. Donc, soyez là si vous n'arrivez pas à dormir, si vous vous levez tôt, etc. J'en sais rien. Mais voilà, 2 matchs qu'on va suivre en direct sur Twitter. Pas de Grayson Allen, pas de cette espèce de connard de Grayson Allen pour les Suns ce soir. Il leur manque Bradley Beal aussi. Nous, on espère récupérer Josh Giddey qui est questionable. Lonzo Ball, il reste out. Il pourrait revenir demain, parce que de toute façon, c'était obligé qu'il n'allait pas revenir pour le premier match du back-to-back, parce qu'il n'a pas joué un back-to-back de la saison. Demain à Sacramento, peut-être. Peut-être. On va voir. Sinon, on attendra la suite du road trip. Il y a le déplacement aux Lakers, il y a le déplacement à Denver. Donc, on va voir comment ça va se goupiller pour Lonzo. Giddey, peut-être ce soir, peut-être demain pour, pareil, pas jouer un back-to-back dès son retour. On va voir comment ça va se dérouler pour lui. Et puis, donc, demain soir, on est à Sacramento. Les retrouvailles avec Demar, avec Zach LaVine. Pas de Sabonis pour les Kings, il s'est blessé juste là, il y a avant-hier, je crois. En torse de la cheville, il va pas être là pendant 10 jours. Donc, du coup, pas de Sabonis face à nous, c'est quand même intéressant. Ça peut proposer des match-ups qu'on peut exploiter avec nos gars. Donc, on va voir ce que ça va donner, parce que Phoenix, ils sont même pas dans le play-in alors qu'il est. C'est quand même une catastrophe. Phoenix, ils sont 11e à l'ouest. Donc leur saison est vraiment, vraiment absolument immonde. Je préfère être à ma place qu'à la place des Suns, honnêtement. Même en termes de perspective d'avenir, parce qu'ils n'ont aucun pic pour eux dans les premiers tours de draft avant 2031, je crois, un truc comme ça. J'ai vu passer un truc comme ça. Donc, waouh, les Suns, waouh, c'est une catastrophe.
masse salariale de ouf pour finir 11e. Waouh. Bref, il y a très très peu d'équipes pires que nous dans la ligue, mais je pense que Phoenix, j'aimerais vraiment pas être à leur place, quoi. Donc si on peut leur mettre une petite année ce soir. J'aime beaucoup ce road trip parce que on va à Utah. Donc voilà, on a gagné un titre là-bas à Utah, hein, sur leur parquet en 98. On a gagné un titre à Phoenix, 93. Et après, là, on va chez les Lakers où on a gagné le titre 91, donc chez eux. Bon, pas dans leur salle parce que c'est plus la même, mais on a gagné dans ces villes-là un titre NBA. Donc là, sur le même road trip, on fait toutes les villes où on a gagné un titre. Je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien, j'aime bien. C'est un détail, mais moi j'aime bien. Puis ça permet de ressortir ce t-shirt qui me plaît beaucoup, donc voilà. Voilà. On se retrouve après ce back-to-back Phoenix-Sacramento pour voir où on en est, voir ce que les équipes floridiennes ont fait et si on est toujours dans la course pour finir à la meilleure place possible pour le play-in, parce que bah voilà, maintenant clairement on est dedans, donc autant jouer ça à fond, quoi. Clairement, ça nous fait un objectif pour la fin de saison, et puis si on va en playoff, et bon, on verra ce qu'on fait là-bas, hein, après tout, pourquoi pas. Donc voilà, on se retrouve après ce back-to-back, et donc voilà, comme d'habitude, portez-vous bien. J'espère que vous serez là ce soir et demain soir pour le live tweet, même si bon, je sais que c'est tard et c'est compliqué, mais bon voilà. En attendant, donc portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.